Alors, cette deuxième intervention intitulée Maîtriser l'expérience de jeu ou comment mieux apprécier ses parties va s'attacher donc à définir les différents paramètres qui interviennent donc lors de l'expérience ludique afin de mieux appréhender comment donc les maîtriser et afin donc d'améliorer ses expériences de jeu, de mieux apprécier, mieux profiter de ses parties, de son activité ludique. Donc, dans un premier temps, on va rebondir sur la précédente intervention au cours duquel a été défini le contrat ludique, au cours duquel il a été défini comme un ensemble de règles implicites, donc de non-dits entre les joueurs. On va voir comment, en explicitant cet ensemble de règles, en tout cas une partie de cet ensemble de règles, on va pouvoir mieux les appréhender, mieux se comprendre et donc améliorer son expérience de jeu. Dans un deuxième temps, on va essayer de définir ce qu'est un bon joueur. Donc, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter au fait qu'un bon joueur est le meilleur joueur, celui qui gagne. On va essayer de voir quels sont les autres éléments qui interviennent dans le fait de bien jouer. Enfin, dans un troisième temps, on va s'intéresser au metagame. Alors le metagame, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait tout ce qui se passe en dehors de la partie ou entre les parties. Donc ça peut être les commentaires suite à une partie, ça peut être une discussion, ça peut être les exercices qu'on va faire pour s'améliorer. Et donc dans ce metagame, on va voir qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, que l'on peut mettre à profit pour améliorer ces compétences de joueurs qui ont été définies précédemment. Alors, les enjeux de la partie. Donc, au cours de l'intervention précédente, on a défini que une partie avait des enjeux et l'enjeu essentiel qui est ressorti, c'est l'envie de gagner, le fait qu'on s'engageait dans la partie pour battre les autres joueurs. Or, il se trouve qu'il y a des jeux dans lesquels une telle attitude n'existe pas. Par exemple, prenons l'exemple des jeux de coopération. Donc les jeux de coopération, ce sont ces jeux dans lesquels les joueurs jouent ensemble contre le jeu. C'est-à-dire qu'ils font des actions qui vont dans le même sens pour résoudre des problèmes ou pour répondre à des questions que pose le jeu. Voilà. Donc dans un tel jeu, l'envie de gagner d'un joueur, surtout s'il est meilleur que les autres, le pousserait finalement à faire les actions, à décider les actions à la place des autres joueurs, puisque il donnerait les meilleures actions possibles que les autres joueurs, s'ils ne les font pas, finalement ne font moins avancer le jeu. Donc du coup, ça le pousserait à jouer à la place des joueurs et donc finalement à ce que la partie soit pas vraiment une partie, puisque ce serait finalement simplement un solitaire. Donc on voit bien que dans un tel jeu, puisqu'on peut jouer à un jeu de coopération et s'amuser, l'enjeu n'est pas le fait de battre les autres joueurs. Alors donc, ça nous amène à la conclusion qu'il doit bien exister d'autres attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'une partie. Donc, quelles pourraient être ces autres attentes ? Par exemple, donc pour reprendre cet exemple des jeux de coopération, dans ce cas-là, l'attente qu'on peut avoir de la partie, ça peut être de passer simplement un bon moment avec d'autres joueurs, où on va essayer donc de faire un peu un casse-tête ensemble, où on va réfléchir ensemble à comment donc résoudre la situation. Mais tous les jeux de coopération ne sont pas forcément des jeux à énigmes ou des jeux à casse-tête, ça peut être des jeux d'ambiance. Donc là, le but, ça va être de passer un bon moment dans une certaine atmosphère, un peu comme si on regardait un film. Donc un jeu auquel on peut jouer pour faire ce jeu, pour atteindre ce genre de but, ça peut être par exemple Horror Arkham. Alors, ce jeu Horror Arkham, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de la littérature de Lovecraft, dans lequel en fait on incarne
des enquêteurs qui vont chercher à empêcher le mal de détruire le monde, grosso modo. Et là, bon, bien sûr, il va y avoir une fin où on va réussir ou ne pas réussir à faire ça, mais finalement, ce qui est important, c'est l'aventure qui est décrite à chaque fois qu'on va faire une rencontre dans différents endroits, et réussir ou pas réussir les actions qui sont entreprises est moins importante que l'atmosphère qui va se dégager. Un peu comme dans un roman, est-ce que c'est important que le héros réussisse ou pas? Finalement, ce qui est important, c'est qu'on raconte une histoire. Alors, un autre exemple d'attente qu'on peut avoir vis-à-vis d'un jeu, ça peut être le fait de s'exprimer, c'est-à-dire d'avoir, alors peut-être pas une activité artistique, mais en tout cas au moins une activité plus créatrice, alors que ce soit d'un point de vue littéraire, graphique ou autre. Typiquement, le genre de jeu auquel on peut jouer pour atteindre ces buts-là, ça peut être un Pictionary pour le côté dessin. Je pense que tout le monde connaît le Pictionary, hein, on est par équipe, le but c'est de faire deviner des mots en dessinant. Voilà, ça peut être une façon de s'exprimer. Ça peut être un jeu comme Cranium. Cranium, c'est une espèce de trivial poursuite où en fait on va faire différentes, au lieu d'avoir simplement des questions à répondre, ça va être différentes épreuves basées sur les différents médiums artistiques, c'est-à-dire ça peut être de la sculpture sur pâte à modeler, du dessin ou de la connaissance générale. Enfin, voilà. Donc là, le but, ça va pas forcément être de remporter des points, mais ça va être de créer quelque chose, de s'exprimer, d'exprimer ce côté artiste à travers le jeu. Donc, une autre attente qu'on peut avoir d'un jeu, alors des attentes comme ça, on est en train de créer une liste qu'on voit qui s'allonge. Je vais peut-être encore donner un ou deux exemples. On va pas y passer l'après-midi, hein, donc on va s'arrêter après, mais bon, je vais encore donner ces deux exemples. Donc, une attente qu'on peut avoir d'un jeu, ça peut être par exemple de le découvrir, simplement d'en savoir un peu plus dessus. Typiquement, la première fois que je vais jouer aux échecs ou aux jeux de Go, ou enfin ces jeux de stratégie dans lesquels il peut y avoir une très grande différence de niveau entre les joueurs, en particulier entre un joueur donc débutant au point de simplement apprendre les règles et la personne qui va lui apprendre le jeu. Donc ces jeux dans lesquels il y a une telle différence de niveau, c'est complètement illusoire de vouloir gagner la première partie. Là, le but, ça va être simplement de se familiariser avec les règles, d'appréhender le type de réflexion, le type d'ambiance qu'il y a dans le jeu, enfin, voilà. Et donc le but, ça va être simplement, quelque part, d'améliorer sa connaissance générale, sa culture générale sur le jeu en apprenant un jeu de plus, et puis peut-être ça peut savoir si le jeu plaît, si on a envie d'y consacrer plus de temps, parce que c'est souvent des jeux dans lesquels il faut consacrer du temps pour mieux jouer. Alors on verra ce que ça veut dire mieux jouer tout à l'heure, mais au moins pour devenir plus performant. Voilà. Donc voilà, simplement cette découverte du jeu est une attente tout à fait légitime qu'on peut avoir vis-à-vis de ce genre de jeu. Le genre de jeu dans lequel, en général, quand on se dit on y joue pour gagner parce qu'il n'y a pas d'autre but possible à ces jeux. Et donc on voit que finalement, si, il peut y avoir un autre but qui n'est pas simplement de gagner. Alors j'avais dit que je donnerais encore simplement deux exemples. Bon, un dernier exemple d'attente qu'on peut avoir d'un jeu, ça peut être de se défouler. Alors c'est typiquement le genre de choses, on va faire du sport pour se défouler. Voilà, quand on fait un foot avec des copains, c'est pas forcément le but, ça va pas forcément être de gagner, ça peut être simplement de courir après le ballon, de se dépenser de l'énergie. Alors on va me dire que le sport, la pratique ludique et le sport, ça peut être deux choses distinctes entre la pratique de la compétition et la pratique loisir. Alors,
pour revenir simplement dans le jeu, il y a des jeux qui sont des défouloirs. Un Jungle Speed, finalement, c'est aussi amusant de, de se précipiter tous ensemble sur le totem. Qui est-ce qu'il a? Voilà, c'est pas l'important. L'important, c'est l'adrénaline qu'on a au moment où les cartes se retournent. Alors, oui, peut-être que le Jungle Speed, tout le monde ne connaît pas. Le Jungle Speed, c'est un jeu où on a des cartes avec des formes dessus. Chacun a une pile face cachée. On en retourne chacun une à son tour. Et quand autour de la table, il y a 2 formes identiques, le but va être d'attraper en premier un objet qui se trouve au milieu de la table. Donc c'est un jeu de rapidité, de réflexe, et qui tourne assez facilement à la fois d'empoigne. Une autre façon de se défouler, peut-être un peu moins basé sur la rapidité et un peu plus sur l'ambiance sonore. Un jeu un peu moins connu que le Jungle Speed, c'est le Ligretto Football. Alors, il y a toujours, dans la notion de défoulement, il y a très souvent une notion de vitesse aussi. Donc là, c'est un jeu qui se joue par équipe. Chaque joueur a des cartes avec des numéros qui représentent des joueurs de football. Et un des joueurs de chaque équipe va avoir le droit de parler pour donner des indications à ses coéquipiers, le but étant de former des suites avec les chiffres sur des piles qui se trouvent communes aux 2 équipes. Alors comme ça paraît assez calme, et en fait il faut savoir c'est que tous les joueurs jouent en même temps, et donc une des façons de jouer, qui est souvent la façon de toute façon à laquelle la partie va tourner, c'est que le joueur qui donne des consignes d'une équipe va chercher à couvrir les consignes de l'autre en parlant plus fort, puis en parlant plus fort, et puis finalement en criant. Et donc c'est un jeu dans lequel, certes, la rapidité d'exécution des différents joueurs est important, mais ce qui est important, c'est de faire du bruit. Voilà, donc de se défouler par ce biais-là. Voilà. Donc on le voit à travers ces quelques exemples, la liste est loin d'être exhaustive des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'une partie. Mais donc comme on le voit, elles sont non seulement multiples, mais surtout, et c'est ça qu'il faut noter, elles peuvent être contradictoires, voire non compatibles. Donc on l'a vu tout à l'heure dans le cadre d'un jeu de coopération, où le fait qu'un joueur veuille gagner à toute force peut l'amener, surtout si on a les compétences, à jouer à la place des autres, et donc à nuire à leur expérience de jeu. À l'inverse, prenons toujours l'exemple des jeux de coopération. Parfois, les énigmes qui sont posées par les jeux sont tellement dures que le fait de ne pas chercher les meilleures actions peut très rapidement rendre la partie impossible à gagner. Par exemple, un jeu de coopération qui fonctionne un peu comme ça, Pandémie. Donc le jeu de Pandémie, comme son nom l'indique, c'est un jeu où des épidémies se répandent à travers le monde, et les joueurs incarnent différentes fonctions, le chercheur, le médecin, etc., qui vont avoir pour but d'enrayer ces épidémies, voire de les éradiquer. La mécanique de jeu fait que la place à l'erreur la place laissée à l'erreur est extrêmement réduite. Il y a une assez forte part de hasard dans le jeu qui fait que la difficulté varie de extrême à quasi impossible. Et donc, du coup, les actions des joueurs doivent absolument être les plus optimum possibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'un joueur qui connaisse bien le jeu explique aux autres. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir ensemble et que chacun fasse ses choix. Mais les choix qui doivent être faits pour espérer pouvoir réussir la partie doivent quand même être faits au maximum dans le sens de la partie. Celui qui vient en touriste pour dire moi j'ai envie d'aller là parce que le nom est rigolo et ça n'a aucun sens dans la partie, quelque part voilà, ça peut pourrir l'expérience des autres joueurs. Voilà, donc à travers cet exemple de l'enjeu de la partie qui finalement n'est pas une telle évidence que ça, on voit que le contrat ludique tel qu'il a été défini précédemment comme un ensemble de règles implicites, n'est pas si implicite que ça, en tout cas ne devrait peut-être pas l'être pour être totalement satisfaisant. Donc là, on va voir un peu qu'est-ce qui peut être réellement de l'ordre de l'implicite et qu'est-ce qui devrait être explicité
pour être totalement fonctionnel en tant que contrat ludique. Alors, des règles implicites, mais finalement, qu'est-ce qu'il est important d'expliciter, puisque l'objectif, c'est pas non plus de faire un débat philosophique sur le jeu pendant 2 heures avant la moindre partie. Une bonne façon de savoir qu'est-ce qu'il faudrait exprimer avant la partie, ou plutôt une bonne façon de savoir qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin d'exprimer avant, c'est tout ce qui, toutes ces règles qui, si elles ne sont pas respectées, si elles sont transgressées au cours de la partie, vont apparaître immédiatement comme une agression vis-à-vis des autres joueurs. Par exemple, ne pas respecter les règles. On est d'accord que si quelqu'un triche et se fait prendre pendant une partie, immédiatement, les autres joueurs vont se sentir agressés par ça. Donc si on veut pouvoir tricher dans une partie et que ça participe au bon déroulement de la partie, il faut bien évidemment le dire avant. Il y a des jeux qui prévoient même directement dans leurs règles le fait que les joueurs ont le droit de tricher. Alors, c'est un peu paradoxal, ça veut dire que c'est plus finalement de la triche puisque c'est autorisé par les règles. Mais si on a senti le besoin de mettre dans la règle qu'on avait le droit de tricher, c'est bien que d'une façon spontanée, on n'a pas besoin de se dire ça. Si on transgresse cette règle, on va se sentir obligé, si on veut que la partie se passe bien et qu'on transgresse cette règle, on va se sentir obligé de le dire. Pas forcément tricher même, ne pas respecter une des règles du jeu. On va être d'accord que, je sais pas, si on veut jouer au tarot et qu'on veut pouvoir annoncer une misère, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de points dans un jeu et que ça compte comme des points, on va bien se mettre d'accord avant, ou en tout cas au moment où on va l'annoncer, on va poser la question, est-ce que vous jouez avec cette règle-là ou pas ? De la même façon, quitter la partie avant la fin, si on le fait sans avoir prévenu personne, les gens vont se dire et alors que si on a prévenu avant, moi je vais faire 2 tours et puis j'arrête. On s'est senti obligé de le dire, de prévenir les autres joueurs. Ça, ce sont des règles, finalement, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Par contre, si jamais moi je commence à jouer pour gagner et puis que finalement en cours de partie j'ai plus l'intérêt pour ça et puis je joue pour le fun, je vais pas me sentir obligé de prévenir les autres joueurs, je vais le faire. Peut-être que c'est justement à ces endroits-là, c'est sur ces points-là qu'il est important de se mettre d'accord peut-être avant. Donc c'est ce qu'on va appeler c'est ce que je vais considérer comme le contrat ludique explicite. Voilà. Cet ensemble de choses qu'on se sentirait pas obligé de dire, mais qui irait mieux en le disant. Alors, on a pas mal passé de temps dessus. Il y avait évidemment le but qu'on va avoir dans la partie, l'attente qu'on va avoir vis-à-vis de la partie. Mais il peut y avoir aussi peut-être l'attitude qu'on va avoir dans la partie. Est-ce que je vais jouer sérieusement ou pour passer le temps? On va pas du tout jouer de la même façon, par exemple à la belote, si le but c'est de gagner un tournoi, que si c'est juste de taper le carton. Et donc ça peut être important de prévenir, de se mettre d'accord quelle intensité on va donner à la partie. Lié à cette intensité qu'on va donner à la partie, il y a le rythme auquel on va jouer. Alors, Wilfried disait tout à l'heure que c'est le présenter un peu comme implicite, mais je pense que c'est quelque chose qui, au contraire, doit absolument être explicité. Il n'y a rien de plus agaçant pour un joueur qui a envie de jouer vite qu'un joueur qui joue très lentement. Il n'y a rien de plus agaçant pour un joueur qui a envie de jouer lentement qu'un joueur qui le presse à jouer vite. Alors, si on ne s'est pas mis d'accord avant, qui a raison ? A priori, les deux, mais donc les deux ont tort aussi. Voilà. Donc la vitesse, le temps qu'on s'accorde pour réfléchir, alors bien sûr, ça va dépendre des jeux.
ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais d'une façon globale, est-ce qu'on a envie de prendre son temps ou de jouer dynamiquement, pour prendre deux aspects positifs avec deux rythmes complètement différents, c'est important d'en parler. Voilà, d'être sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Toujours dans le même ordre d'idées, d'intensité, d'implication dans la partie, il y a un petit peu les à côté de la partie. Est-ce qu'on reste dans le jeu? Est-ce qu'on s'accorde le fait de discuter au-dessus de la table? Pour revenir sur la belote, sans aller jusqu'à jouer à la parlante, et on se retrouve des fois, il y a des joueurs qui ne supportent pas qu'on discute sur la partie parce qu'ils ont justement toujours cette crainte de jouer à la parlante, alors que d'autres qui ne supporteraient pas de jouer en silence, en regardant ses cartes et les autres joueurs dans le blanc des yeux. Donc ça fait encore partie de ces choses qui vont beaucoup mieux en le disant et qui vont mieux en le disant avant, pour être bien sûr qu'on soit bien d'accord. En fait, vraiment, ce qui est très important, c'est ça, c'est cette idée d'être sur la même longueur d'onde au niveau de ce qu'on est en train de faire. Donc, l'enjeu de la partie, enfin les attentes qu'on a de la partie, l'intensité qu'on veut lui donner, le rythme auquel on veut jouer, l'ambiance qu'on veut mettre autour de la table. Je ne parle pas de jeu d'ambiance, je parle vraiment d'ambiance. Est-ce qu'on va être plus convivial, plus sérieux autour de la table? Donc, ces 4 éléments, il y en a sûrement d'autres, mais disons que c'est peut-être les plus immédiats. C'est ce qui pourrait, voilà, c'est ce qui va constituer ce contrat ludique explicite. Alors maintenant qu'on a défini ce contrat ludique, on va un petit peu s'intéresser à une certaine définition de ce que c'est qu'un bon joueur. Alors on va commencer d'abord par dire ce que n'est pas un bon joueur. La première chose qui vient à l'idée, bien sûr, c'est qu'un bon joueur, c'est celui qui gagne, c'est le meilleur. Alors, on l'a déjà un petit peu expliqué dans la première partie à travers l'exemple des jeux de coopération, que le joueur qui gagne, qui fait tout pour, dans certains jeux, peut-être n'est pas le plus idéal, voire même peut-être nuisible au jeu. De la même façon, comme on disait, à partir du moment où un joueur va vouloir découvrir un nouveau jeu, s'il joue contre quelqu'un qui va l'écraser parce qu'il est bien meilleur que lui, est-ce qu'on peut réellement dire que c'était une bonne partie et donc que c'était des bons joueurs qui jouaient? Bien évidemment, la réponse est non. Donc, on voit de façon assez simple que le bon joueur n'est pas le meilleur joueur. Pas nécessairement. Réciproquement, et c'est un petit peu plus difficile à appréhender, le bon joueur n'est pas forcément le joueur qui est tout le temps fair play. Alors, par fair play, on entendrait conciliant, gentil dans la partie. Effectivement, on peut voir certains types de jeux dans lesquels une telle attitude ne serait pas bénéfique. Par exemple, dans les jeux à élimination, ce qu'on appellerait donc les jeux à élimination, c'est un jeu comme Wanted. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wanted, c'est un jeu où on joue des cow-boys qui ont une identité secrète. On est soit hors-la-loi, soit shérif, soit adjoint du shérif. Et bien évidemment, l'objectif va être d'éliminer les joueurs qui ne sont pas alliés à soi, avec lesquels on n'est pas allié, tout en survivant. Dans un jeu comme celui-ci, le fait d'être trop conciliant va faire qu'il y a un moment où on arrive aux limites du jeu. Un autre type de jeu, pas forcément élimination, mais pour lequel l'absence de fair play au bon moment est extrêmement importante, ce sont la plupart des jeux de la licence Steve Jackson Games. Alors, le plus connu, c'est Munchkin, Illuminati. Dans ces jeux dans lesquels il y a une très forte connotation d'ambiance et d'humour,
mais d'humour justement basé sur la mauvaise foi, les coups en traître, et donc tout ce type d'attitude. Alors, pour reprendre lors de l'intervention précédente, un certain nombre d'attitudes qui ont été décrites, comme le Calimero, l'innocent qui oh, non, je savais pas, j'avais pas attention, qui sont dans la plupart des jeux des signes de mauvaise attitude. Dans ces jeux-là, sont la norme et sont la norme pour que la partie se déroule telle qu'elle devrait se dérouler, dans l'ambiance où elle devrait se dérouler. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce genre d'action et qu'on joue avec trop de fair play, trop de sérieux quelque part, ces jeux deviennent assez plan-plan, voire ennuyeux. Voilà. Et dans ce cas-là, bien sûr, on ne peut pas dire que ce sont des bons joueurs qui ont joué. Mais alors, si un bon joueur, c'est pas forcément le meilleur, enfin celui qui gagne, et c'est pas forcément celui qui est tout le temps fair play. Qu'est-ce qu'un bon joueur ? Qu'est-ce qui caractérise ce personnage ? Alors, pour répondre à cette question, on va donner 3 axes qui vont décrire ce que, à mon sens, est un bon joueur. Donc déjà, un bon joueur, c'est un joueur qui se connaît. C'est un joueur qui sait, quand il va faire une partie, qu'est-ce qu'il va rechercher dans cette partie. Qu'est-ce qu'il va vouloir. Qu'est-ce qu'il va vouloir pratiquer comme type de jeu. Qu'est-ce qu'il va rechercher comme ambiance. Qu'est-ce qu'il va faire que pour lui, la partie va bien se passer. Je dirais quelque part, à l'instar des Grecs qui décrivaient le bonheur comme le connais-toi toi-même, Ignatis Eoton, de la même façon, le joueur doit se connaître pour parvenir à bien jouer. Mais se connaître, savoir ce qu'on veut, n'est pas suffisant. En effet, pour pouvoir mettre en pratique cette connaissance, il faut connaître les jeux eux-mêmes. Et ça va être là le deuxième point important. Un bon joueur connaît les jeux auxquels il va jouer. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais quand on n'y a jamais joué. Alors, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des expériences ludiques, on va s'intéresser effectivement aux jeux, on va chercher à les cerner, à comprendre leur mécanique, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir justement en tirer en termes d'expérience. Et avec le temps, on va se constituer une espèce de ludothèque personnelle. C'est pas forcément, je parle pas de la ludothèque physique, je parle de la connaissance, qui va permettre justement de savoir, là, tout de suite, j'ai envie de faire un jeu de stratégie calculatoire où je vais réfléchir à optimiser chacun de mes tours, mais je ne vais pas faire de stratégie à très long terme. Et dans ce cas-là, je vais choisir plutôt un jeu qui permet ça. Par exemple, un jeu comme Torres, c'est un vieux jeu qui a eu un Spiel des Jahre il y a 25 ans, dans lequel on a un certain nombre d'actions à faire à chaque tour. Ces actions vont apporter plus ou moins de points, mais la situation change tellement entre chaque tour qu'on ne peut calculer que ce qu'on fait tout de suite sur ces 3 actions, et après, advienne que pourra. Si par exemple je sais que là j'ai plutôt envie de déconner avec des amis, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais j'ai envie d'avoir un petit peu d'adrénaline, et je vais peut-être sortir un Catch and Gun. Alors Catch and Gun, c'est un jeu où on joue des malfrats, on se partage un magot, et à chaque tour on va s'entretuer pour récupérer la plus grosse part possible, et voilà, donc il va pas y avoir de stratégie, il va y avoir uniquement de l'action, de l'humour, des crises de rire, voilà. Mais connaître donc ces jeux, ça permet justement de savoir auquel on devrait jouer pour remplir l'objectif qu'on se fixe pour la partie. Enfin, et c'est donc le troisième point
euh, qui, à mon sens, définit un bon joueur. Un bon joueur, c'est quelqu'un qui va, bien évidemment, s'intéresser aux autres joueurs, à leurs désirs, à leur envie, à ce que eux-mêmes vont chercher dans une partie. Alors bien évidemment, si tout le monde autour de la table est déjà dans cet état d'esprit, c'est beaucoup plus facile, puisque du coup, chacun apporte sa pierre et connaît déjà les réponses. Mais un bon joueur, c'est aussi quelqu'un qui va s'intéresser à peut-être un joueur qui n'est pas aussi avancé que lui dans cette pratique, qui du coup ne sait pas trop, ne sait pas poser la question, donc n'a pas pu y répondre, et va chercher à amener cette personne justement à comprendre qu'est-ce qu'elle vient chercher et à le trouver. Alors, bien évidemment, ça va être à travers le fait de choisir des jeux qui correspondent aussi à ces objectifs, qui les permettent aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, les jeux ne sont pas monofonctionnels. On peut très bien trouver son plaisir et remplir ses attentes, des attentes très différentes avec un même jeu. Mais pour ça, il faut qu'effectivement, on s'inquiète au cours de la partie, que chacun y trouve son compte. C'est une réalité qui va sans dire, mais qui va quand même mieux en le disant, que le jeu est une activité sociale dans laquelle des gens s'amusent ensemble, et il est bien évident qu'on s'amuse ensemble si tout le monde s'amuse. Il n'y a rien de plus décevant qu'une partie dans laquelle quelqu'un commence à s'ennuyer, à faire la gueule, et finalement ça entraîne toute la table. Et donc pour éviter ça, le plus simple, la meilleure façon, c'est encore de s'interroger, de savoir qu'est-ce que l'autre vient trouver. Parce que c'est bien de savoir ce que moi je viens chercher, mais qu'est-ce que l'autre vient chercher et de lui apporter aussi ça. Ça ne doit pas être au détriment de son propre plaisir, parce que si c'est sacrifier intégralement sa partie pour que l'autre s'amuse et que du coup soi-même on ne s'amuse plus, l'objectif n'est pas rempli. L'objectif, c'est que tout le monde accomplissent ses attentes pour que l'expérience ludique soit vraiment bonne. En conclusion, un bon joueur, c'est quelqu'un qui a conscience de la nécessité du contrat ludique à établir entre les joueurs, y compris dans sa partie explicite, dans sa partie qui doit être exprimée. Alors, peut-être pas à chaque partie, surtout quand c'est des joueurs qui se connaissent et qui connaissent donc leurs attentes, mais il y a toujours des choses à discuter au préalable. Et donc, le bon joueur va être quelqu'un qui va chercher à établir ce contrat et à amener les autres joueurs à s'intégrer et à prendre leur part dans l'établissement de ce contrat ludique. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de forcément très facile. Comme on l'a vu, ça suppose une certaine expérience de jeu, un certain nombre de connaissances qui n'ont rien d'inné. Alors, bien sûr, ça, c'est aussi une attitude qui, elle, est beaucoup plus naturelle et que tout le monde peut avoir. Mais c'est vraiment une somme de connaissances également qui doit s'acquérir, qui va s'acquérir d'une façon générale à travers la pratique du jeu et surtout qui peut s'améliorer et grandir au fur et à mesure du temps. Et donc ça va être l'objet de la troisième partie, de voir comment améliorer ses compétences de joueur, comment devenir un meilleur joueur encore. Nous voici donc rendus à la troisième partie de cette intervention, donc dans laquelle nous allons nous intéresser un petit peu à différentes façons d'améliorer ses compétences de joueur, d'analyser un petit peu ce qu'on peut faire pour s'améliorer et pour mieux apprécier donc ces parties. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut rechercher dans les jeux, essayer de faire une analyse un peu transversale des mécaniques de jeu, et donc savoir comment les apprivoiser, les reconnaître
les maîtriser. Et dans un deuxième temps, on va aborder un petit peu ce que peut apporter les discussions d'après-partie, l'analyse de ce qui s'est déroulé au cours d'une partie, le fait que une fois qu'on a joué, on n'est plus le même joueur que avant d'avoir joué à un jeu, et que l'expérience se construit dans la durée à travers les expériences répétées sur un jeu ou sur différents jeux. Il faut avoir conscience que les mécaniques de jeu ne sont pas infinies. Il y en a en fait un certain nombre. Alors, les créateurs de jeux s'efforcent toujours d'en apporter des nouvelles, mais d'une part, les possibilités ne sont pas forcément si importante que ça, et puis ensuite il y a des jeux où la prétention n'est pas là, on va apporter autre chose, et donc du coup la mécanique de certains jeux va se retrouver dans d'autres jeux, et comprendre ces mécaniques et savoir s'en servir va permettre, quand on les a reconnues dans un jeu, même si on ne le connaît pas, ce jeu lui-même, va permettre donc de mieux appréhender la partie et de pouvoir établir des stratégies plus efficaces. On va prendre un exemple qui permettra de bien illustrer en fait le propos. Donc pour cet exemple, on va s'intéresser à une mécanique qu'on retrouve dans des jeux aux ambiances aussi variées que Puerto Rico, donc un jeu de gestion dans les colonies espagnol au XVIIe siècle, Twilight Imperium, un jeu de stratégie militaire de science-fiction, et Race for the Galaxy, un jeu de cartes et de développement. Alors, la mécanique en question, c'est que à chaque tour, les joueurs vont choisir soit un rôle, soit une phase, et cette phase va ouvrir des possibilités d'action à tous les joueurs de la table, en donnant un avantage sur cette action au joueur qui l'a choisi. Cette mécanique, on la retrouve dans d'autres jeux, mais là on va s'intéresser un petit peu à ces trois jeux. Donc cette mécanique, en fait, comment est-ce qu'il faudrait l'aborder pour la rendre la plus efficace possible dans une partie ? Eh bien, il faut comprendre que ouvrir des possibilités d'action à tous les joueurs est un avantage. Cet avantage, on le prend pour soi, puisqu'on va choisir l'action qu'a priori on a le plus besoin de réaliser dans le cadre de la partie, à ce moment-là de sa stratégie, mais on va aussi donner cet avantage aux autres joueurs. Et donc, il faut vraiment peser le pour et le contre entre est-ce que l'avantage que je me donne à moi à ce moment-là est supérieur ou au moins égal à l'avantage que je vais donner aux autres joueurs. Alors, d'une façon globale, on aura toujours plus intérêt soi-même de faire l'action que certains autres joueurs, mais peut-être qu'on aura moins intérêt de la faire soi-même qu'un autre joueur qui va vraiment beaucoup gagner à la faire. Et auquel cas, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire une action qui nous intéresse un petit peu moins nous-mêmes, mais qui intéresse beaucoup moins les autres joueurs ? Et auquel cas, finalement, on ne va pas se précipiter sur « Ah, il faut absolument que je fasse ça », mais attention, je préfère faire ça parce que moi, ça m'intéresse, mais ça n'intéresse pas les autres. Voilà. Alors, il y a des variantes entre ces trois jeux. Dans Puerto Rico et dans Twilight Imperium, le pool d'actions disponible est commun à tous les joueurs. Ce qui fait que quand un joueur va choisir une phase, une ouverture de phase, les autres joueurs ne pourront pas la choisir dans le tour. Alors que dans Race for the Galaxy, le pool d'actions est spécifique à chaque joueur. Donc on a tous le même potentiel, par contre on va tous en choisir une en même temps, et donc plusieurs joueurs peuvent choisir la même action, qui ne sera alors pas ouverte plusieurs fois, mais une seule fois. C'est juste que chaque joueur bénéficiera de l'avantage qui est lié à ce choix. Et alors là, dans ce cas-là, ça introduit une mécanique supplémentaire qui est l'anticipation. Qu'est-ce que les autres vont vouloir faire ce tour-ci ? Est-ce que je ne peux pas
euh, tenter de profiter de l'ouverture de l'ouverture d'action que va me proposer un autre joueur, et donc moi je vais choisir quelque chose qui va me permettre d'en profiter encore plus, mais en prenant le risque que si jamais il ne fait pas cette action, alors que moi j'en ai besoin, et du coup je ne puisse pas la faire. Auquel cas, il ne vaut pas mieux que j'assure le coup et que je la fasse, quitte à ce que du coup l'autre joueur en profite. Voilà. Donc là, la réflexion est un peu différente, mais la mécanique de jeu est la même. Donc voilà, on voit à travers cet exemple que il ne faut pas s'arrêter au décorum d'un jeu, à son ambiance, à son background. Là, Puerto Rico, un jeu de gestion avec la sobriété à l'allemande. Twilight Imperium, un jeu de conquête militaire avec la profusion des jeux à l'américaine. Finalement, la mécanique qui sous-tend, c'est une mécanique, parce que c'est pas la seule du jeu, mais une des mécaniques du jeu qui se retrouve à travers celle-ci. Alors, le fait d'identifier cette mécanique et de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, indépendamment du jeu dans lequel elle est, va permettre, quand on arrive dans le jeu et qu'on la reconnaît, tout de suite de mieux appréhender le jeu. Alors, il faut appréhender la mécanique, mais surtout, une fois qu'on maîtrise ce genre de mécanique, appréhender ses spécificités dans le jeu et bien comprendre où est-ce qu'elle va varier et donc quels vont être les points à faire attention dans le jeu. Alors, des fois, ces mécaniques, elles ne sont pas toujours évidentes à reconnaître, mais des fois, elles le sont de façon vraiment très très marquée. Par exemple, entre Vinci et Small World, qui sont deux jeux pratiquement identiques. Simplement, en fait, Small World est une réédition à peine masquée de Vinci. Ce sont des jeux d'expansion. On a des civilisations qu'on va étendre et faire entrer en déclin et faire disparaître. Et donc les deux jeux en fait ne s'en cachent pas, ce sont les mêmes. Et donc si on connaît l'un des deux jeux, on va pouvoir très très vite savoir jouer à l'autre. Il faut juste s'attacher à quelles sont les différences entre les jeux et pas les points communs. De la même façon, quand on va s'intéresser il y a certains créateurs de jeux qui vont vraiment beaucoup réutiliser leur mécanique. Et donc, quand on va connaître un jeu d'un créateur comme celui-ci, on va pouvoir très vite s'adapter aux autres jeux, simplement, non pas en réapprenant la mécanique de base, mais en apprenant les différences, les nuances et les spécificités du jeu. C'est le cas, par exemple, de Rosenberg, le créateur de Agricola, qui est un jeu de gestion très très cossu, et qui a créé par la suite Aura et Labora, et assez récemment Caverna, qui sont des jeux qui sont vraiment basés sur les mêmes mécaniques, très très proches, et donc, une fois qu'on en connaît un, je dis pas qu'on connaît les autres tout de suite, mais on peut s'attacher très rapidement à comprendre qu'est-ce qui va les différencier, et donc à rentrer dans la partie en jouant sur ces différences et on va maîtriser beaucoup plus rapidement ces jeux. Et ainsi, comme je le disais tout à l'heure, il est important de se créer une espèce de ludothèque théorique personnelle dans lequel on ne va pas tellement s'attacher à connaître les jeux intégralement, mais les mécaniques de jeu, de savoir quand on va se retrouver dans un jeu de ce type-là avec une mécanique qui ressemble beaucoup à celle de cet autre jeu, pour qu'elle marche vraiment bien, a priori il va falloir faire tel et tel choix et éviter tel ou tel autre. Et le fait donc d'avoir de s'attacher à analyser les jeux en termes de mécanique de jeu et pas uniquement en termes de règles, va permettre donc voilà d'accumuler cette espèce de réflexe de jeu qui permet, quand on arrive sur un jeu qu'on ne connaît pas, d'identifier voilà, c'est telle mécanique, donc je sais qu'il faut que je fasse telle chose et telle chose pour que ma partie se passe bien. Hein. Et donc en analysant une partie après l'avoir jouée, on va pouvoir effectivement essayer de mieux comprendre ces mécaniques. C'est pour ça que c'est important
quand on a fini une partie, d'en parler avec les autres joueurs, savoir qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels ont été les choix qui les ont amenés dans telle ou telle position, qui leur ont permis de réussir tel combo, ou qui les ont amenés à une logique qui leur a permis de faire un score un peu plus important, ou d'éviter tel piège. Par exemple, Dungeon Lord, un jeu donc, dans lequel on incarne des apprentis maîtres du donjon. Donc on crée un labyrinthe, on met des monstres dedans, des pièges, et des équipes d'aventuriers descendent dans ce donjon pour tenter de le piller, et le but va être de les éliminer. On se dit, c'est un jeu, on va jouer des méchants, et il se trouve qu'il y a une règle de l'échelle de méchanceté dans ce jeu. Donc on se dit, c'est bien, voilà, on va pouvoir être méchant, c'est top. Bon, on va faire une première partie, on va être méchant, et en fait on va se rendre compte que la méchanceté dans ce jeu est une sanction. Il ne faut pas être méchant. Quand on est méchant, on a beaucoup plus de problèmes que quand on ne l'est pas. Et en fait, c'est un jeu où il faut être mesquin. C'est un jeu de mesquinerie, pas un jeu de méchanceté. On est des minables, et il faut être minable. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Bon. Et la première partie, c'est tellement tentant, l'emballage du jeu pousse tellement à se dire, on est méchant, qu'on va le faire. Et puis, la suivante, on va pas le faire. Et donc, la différence entre un joueur qui aura compris ça et un joueur qui n'aura pas compris ça, elle va être extrêmement flagrante dans le jeu. D'autant que c'est un jeu qui ne permet pas beaucoup les erreurs, qui est très punitif sur les erreurs. Il y a plusieurs stratégies possibles. L'important est de ne pas faire d'erreur dans sa stratégie. Donc, être méchant peut en être une, et donc ce sera extrêmement sévèrement puni. Voilà. Mais sauf que ça, c'est pas forcément évident à comprendre. Et c'est important, une fois qu'on a fini la partie, de discuter, de dire moi j'ai fait tel choix et c'était vraiment pas une bonne idée parce que ça a entraîné telle et telle conséquence, mais comme moi c'est pas forcément le choix que moi j'ai fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et donc discuter, analyser la partie après coup, c'est une bonne façon non seulement de partager son expérience, de recevoir celle des autres et de mieux comprendre ce qui était derrière la partie, et donc pas uniquement le temps de jeu, mais aussi les mécaniques qui ont amené la résolution d'une partie du jeu. Enfin, donc là on a parlé de la réflexion au cours de la partie, sur l'analyse du jeu lui-même, sur le commentaire de la partie, donc la discussion après la partie, mais une autre chose qu'on peut faire pour développer ses capacités de joueur, c'est l'entraînement. Voilà. Alors ça paraît des choses qui sont naturelles et évidentes pour des jeux de stratégie, des mind games comme les échecs, où on va apprendre des ouvertures, où on va faire des exercices, des problèmes. Mais après tout, si ça marche bien pour ces jeux, ça marche bien pour le sport, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour d'autres jeux, y compris des jeux auxquels on ne pense vraiment pas du tout pour ce genre de pratique. Ce sera peut-être une partie de l'objet de l'intervention suivante, donc pourquoi pas, par exemple, dans le jeu de rôle. Alors bon, je vais arrêter un peu de vous saouler, parce que je crois que j'ai pris un peu mon temps là. Donc on va conclure. Comment, parce que c'était la question qu'on avait posée au début, comment améliorer son expérience de jeu? Donc comme on l'a vu, il faut avoir conscience de la nécessité d'un contrat ludique entre les joueurs et de la nécessité d'en expliciter une partie au préalable au fait d'attaquer un jeu. Il faut se poser la question de comment être un bon joueur et donc comme on l'a vu, se donner les moyens de faire une bonne pratique du jeu, donc c'est-à-dire acquérir les connaissances nécessaires pour être à l'aise avec les jeux, et en étant à l'aise avec les jeux, forcément on sera plus libre d'être attentif à son propre plaisir et le plaisir des autres joueurs, et c'est bien sûr de la réussite
de l'expérience de jeu pour l'ensemble des joueurs autour d'une table qu'on obtiendra la meilleure expérience de jeu, l'expérience la plus satisfaisante.